Dans un moment, vous allez pénétrer dans le monde de Rémi Savard, anthropologue, professeur, écrivain, mais aussi un citoyen engagé dans les luttes autochtones. Il a sillonné la Côte-Nord, connu intimement les Inuits avec qui il est devenu ami. C'est grâce à un long entretien avec Laurent Giroir, un ami et un collègue depuis 40 ans, que vous allez découvrir le chemin parcouru par Rémi. Moi, je suis Anne Panassoc, et bien que je sois journaliste à la télévision de Radio-Canada maintenant, j'ai été une élève de Rémi. Et je me souviens bien comment Rémi nous subjuguait, nous les étudiants, en classe au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Il nous racontait le territoire immense et ce peuple qui venait à peine de se sédentariser. Il avait comme une odeur de sapinage accrochée aux vêtements, un regard de celui qui a vu une époque à jamais révolue. Il a été mon directeur de mémoire qui portait sur les rivières à saumon, mais il a été davantage. Il a été un mentor. Aussi, nous voulons, par cet entretien et par cette vidéo, rendre hommage à Rémi, souligner tout le travail qu'il a fait sur les mythes fondateurs des Premières Nations, mais aussi garder vive la mémoire de tous ces écrits qui ont souligné l'émergence des luttes autochtones. Alors, place à Rémi. Il va nous raconter comment il a découvert les Autochtones, ce qui l'a poussé à les comprendre. Mais d'abord, il nous parle de son père, Paul Savard, car ce père, arpenteur, lui a fait découvrir le bois. Et il l'a mis en contact avec les peuples qui habitaient en permanence ce territoire que lui mesurait. Il a commencé à partir avant que j'avais 14 ans. Oui. Ouais. Oh, oui. Ouais. Il partait, puis il partait souvent. Puis on s'ennuyait beaucoup de notre père, puis on demandait à maman. Maman restait avec 5 enfants. On demandait à maman qu'est-ce qu'il y a, avait-tu des nouvelles, et quand est-ce qu'il va revenir. Puis maman a dit, inquiétez-vous pas, il est avec des sauvages. Là. Ça va bien aller, ça. Et là, quand il revenait du terrain, vous allez le chercher à la gare. On allait le chercher à la gare. C'est arrivé quelques fois qu'on était allé le chercher à la gare du Palais. Je m'en souviens très, très bien. Il faisait soleil comme il faut, puis il sortait du bois ordinairement au printemps. Donc, il avait passé déjà 3-4 semaines sur les lacs pleins de neige. Alors, il était noir comme le poil. Et on ne le reconnaissait pas. Puis, il venait pour nous prendre dans ses bras. Puis, on se cachait dans les jupes de notre mère. Et lui, il trouvait ça. Il m'a toujours dit, d'ailleurs, par la suite, fais jamais le métier là, tu ne connaîtras pas tes enfants. J'étais jeune à ce moment-là. Alors, on nous demandait toujours, quand vas-tu nous amener avec toi, mon frère et moi? On jouait à ça, d'ailleurs. C'était nos jeux préférés. On préparait des expéditions, puis quand tout était prêt, ma mère nous appelait pour venir manger. On était déçus. Donc, on jouait à ça, on rêvait de ça. Puis, à 14 ans, il a commencé. Ah, vous amenez. Ouais, un petit job. Je me souviens très bien, c'était pas un gros travail. On était monté jusqu'au lac Saint-Jean et il y avait la construction de la route qui partait de Roberval ou de Saint-Félicien, je ne me souviens plus, puis qui s'en allait vers le nord. La route n'était même pas finie. Mon père avait eu un tout petit contrat pour arpenter la route telle quelle. Ouais. Mais on campait, on était avec des Indiens. Ça a duré combien d'années, ça? Ça a duré jusque de l'âge de 14 ans, disons, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Je commençais à avoir des tiraillements parce que moi, quand je revenais, j'étais chez les Jésuites pendant que j'allais avec mon père. Quand je revenais à l'automne, j'avais un sentiment un peu de supériorité. D'avoir vécu des choses que les autres, et des choses qui détonnaient par rapport à ce qu'on apprenait, que les Jésuites nous apprenaient. T'as pas la même chose quand ils parlaient des Indiens, exactement. Est-ce que tu contestais? Non, je ne contestais pas à ce moment-là. Bon, je ne me souviens pas, je pense pas. Mais je me souviens très bien, quand j'étais avec les Indiens, je passais des heures dans le canot. Des fois, mon père avait un instrument, un transit, un peu comme votre appareil. Là. Ouais. C'était long, il prenait des observations sur le soleil. Des fois, c'était long. Ça fait qu'on restait longtemps dans le canot. J'étais jeune. Eux autres étaient plus vieux. Ils me traitaient comme un de leurs enfants. S'ils m'avaient donné de la misère, j'aurais fait un autre job, probablement. Et je me souviens d'avoir posé... J'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'ils pensaient. Puis je me souviens d'un homme en particulier que j'aimais beaucoup. Il était pas mal plus vieux que moi. Mais j'ai dit, mais parle-moi donc de tes ancêtres. Oh, j'ai dit, il faut mon temps pour t'en parler. Il paraît qu'il mangeait les prêtres. Là, j'avais eu un choc. Que là, c'est les Jésuites, auraient-ils eu raison? Ah, mais tout ça, là, fait que... Il se payait ta tête.
Lui, je ne suis pas certain. Ouais. Mais peut-être, si j'en suis pas certain, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai mal enregistré, parce que ça se pourrait fort bien, parce que c'est à peu près le genre de blague qu'ils font. C'est ça, j'avais Ouais, dit. plus tard, je me suis rendu compte de ça. J'avais lu, quand j'étais encore étudiant en sociologie, j'avais lu la longue préface à une œuvre de Marcel Mauss, je pense que c'est l'essai sur le don. Ça m'avait absolument ravi. Et ça rentrait ça venait immédiatement se situer dans une interrogation que j'avais toujours eue avec les adultes indiens avec lesquels j'avais été. Ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est? D'abord, je ne connaissais pas leur communauté. Je travaillais avec des hommes qui étaient hors leur communauté. Ouais. Comment ça marche? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils pensent? Etc. Puis, c'est qui tes enfants? Ouais. Et là, je tombe dans cette... Tu te rappelles peut-être, si tu l'as lu, de cette introduction-là, tu comprendras que ça m'a vraiment allumé. Ben oui, ça m'a allumé. Alors, j'ai décidé d'aller suivre ces cours, mais qui sont des conférences. C'était pas mon prof. C'était des cours au Collège de France. C'était quelque chose de... Tu sais, t'as pas de contact avec le prof. Et je suivais ça. Et puis, j'étais bien obligé d'aller suivre les cours de Mallory aussi, parce que c'était mon directeur. Tout ça, ça aboutit à un doctorat troisième cycle. Tout ça, ça aboutit à un doctorat troisième cycle. Mais j'ai découvert la situation des Indiens quand je suis allé chez les Indiens dans leur communauté. Et par exemple, moi, j'ai fait un cours universitaire, j'ai fait un doctorat, mais un traité, je savais pas, un traité indien, je ne savais pas ce que c'était. Une réserve, je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas comment, le statut légal, je ne savais rien de ça. Et quand j'étais plongé là-dedans, c'était comme une révélation. Et j'avais tendance, je me souviens très bien de situations comme, par exemple, j'arrive à la Romaine, j'ai fait passer 1 an sur la Basse-Côte-Nord, j'ai eu cette chance-là. À la Romaine, il y avait les Indiens. D'abord, première des choses que je me rends compte, c'est que à la Romaine, dans une réserve indienne, je ne suis pas chez les Indiens. Alors qu'on pense tous qu'on est chez les Indiens quand on est dans une réserve. Ça faisait pas des années que la réserve de la Romaine était là. Les gens que je rencontrais le matin, au lieu de dire « il fait beau matin », les gens disaient « hey, ça doit être beau en haut hein? ». Il y avait des vieux qui pensaient encore que c'était un campement temporaire. Chez les Indiens... Le monde indien n'était pas dans une réserve. Non, le monde indien n'était pas dans une réserve. Et quand je suis parti avec eux autres pour aller chasser le caribou pendant 15 jours, là, les gens me l'ont dit carrément « là, tu es chez nous, Rémi ». C'est ça. Eux autres, ils ont l'impression d'être chez les Blancs à la réserve. Je m'en suis rendu compte de ça assez vite. Et parce que c'était des professeurs, puis tout ça, les professeurs disaient, Rémi, qu'est-ce que tu apportes ici aux Indiens? Nous autres, on apporte l'infirmière, on sait ça. Je dis, moi, je n'apporte rien. Je viens ici à chercher des choses. Alors, j'ai senti très vite qu'il y avait... Et le territoire, là. Quand tu as monté dans leur territoire. Quand j'ai monté dans leur territoire, là, ça a été flagrant, le chef, Michel Marc, j'ai sa photo quelque part ici, il me dit, il n'était pas très grand, ici, tu es chez nous. C'est le Nitassinan. C'est le Nitassinan, c'est sûr. Ils sont tous sur le long du golfe Saint-Laurent, puis ils sont tous sur le long du Labrador, mais ils étaient tous avant à l'intérieur. Où ils pulsaient, ils montaient ou ils descendaient. Ils descendaient chercher l'anguille puis le saumon. C'était l'été 67, on recueille des légendes. Ouais. 150 à 200 légendes. Et comme il fallait publier, moi j'ai choisi d'instinct, parce que ça m'avait fasciné, tous les récits qui tournent autour du personnage de Carcajou, qui est un trickster. Ouais. Le trickster, tout le monde se nomme. C'est l'amorce d'une longue histoire. Oui, oui. Ça va te suivre toute ta vie. Ça va me suivre toute ma vie. C'est un personnage qui est universel. Qui est fondamental. Qui est fondamental, oui. C'est un peu la projection dans un personnage de ce qui doit être modéré si une société veut durer dans l'existence. Ah, ouais. C'est un peu ça. C'est le gars qui veut pas travailler, qui veut toujours manger tout, et qui veut avoir toutes les femmes. Ouais. Mais qui est pas... il faut être plus astucieux que lui. Ah ouais. Au fond, il n'est pas très rusé,
Ce qui fait que parfois, il va faire des choses extrêmement importantes. Ouais. C'est lui qui fait que, par exemple, la société homme-femme existe. Avant ça, des femmes et des hommes ne s'étaient jamais rencontrés, mais on savait de part et d'autre que ça existait. Et c'est fondamental, puisqu'on a une société qui est basée, dont le régime matrimonial est très important, puisque la division du travail entre hommes et femmes est fondamentale pour une population qui est de prédateurs. Et c'est très important. Ce n'est pas des cultivateurs, ce n'est pas des industriels, c'est des gens qui ont à faire des prestations sur la nature et qui sont très conscients qu'il faut être... il y a comme une règle, si on voulait traduire ça dans un principe, c'est trop, c'est comme pas assez. Si tu épuises les hordes de caribous, t'es fini. Le bois, c'est la même chose. Il y a toutes sortes de mesures que et ça vient par carcajou, ça. C'est carcajou qui donne des pistes pour pas trop exploiter. Oui. Ne serait-ce que... c'est aussi celui qui représente la tentation qu'on aurait d'abuser. Et qu'il faut se contrôler. Et c'est, donc, c'est un personnage... C'est un personnage miroir. Miroir, c'est ça que Oui. je voulais dire. Et c'est un personnage drôle. C'est un personnage drôle, donc c'est une divinité assez marrante. En parlant de drôle, en 1977, tu publies Le Rire précolombien. Dans le Québec d'aujourd'hui. Bon, Oui. là, c'est une autre notion il y a deux notions. C'est la première fois que ça se présente, ça, dans ma... Le Rire précolombien, puis le Québec d'aujourd'hui. C'est ça. Peut-être deux tendances ou deux axes d'analyse, de contexte que tu vas suivre tout le Mais temps. qui se rejoignent dans la mesure où on pense toujours que les Indiens, c'est passé date. Est-ce que ces peuples-là ont un avenir ou non? Ou si on doit souhaiter et aider à leur extinction. Ça veut dire aussi un peu ça. Et le Québec d'aujourd'hui, c'est le Québec dans lequel on a les deux pieds, nous autres. Et c'est la relation que les Québécois pourraient avoir avec les Autochtones. Et ça, dans les articles de journaux, j'ai beaucoup parlé de cette chose-là. Et donc, j'ai toujours essayé de mettre deux choses ensemble, c'est-à-dire, les gens me disaient, Rémi, fais-tu de la science politique ou si tu fais de l'anthropologie? Fais-tu de l'anthropologie politique ou de l'anthropologie religieuse? J'ai toujours essayé de respecter la réalité qui fait que ces deux choses-là ne sont pas séparées dans la vie. Là, tu recueilles... Là, au village, avant d'aller à la chasse et après être allé à la chasse, je rencontre un conteur qui s'appelait Pierre Peters, qui est le descendant d'un ancêtre Abénaki qui venait de la région de Trois-Rivières. Et c'est pour ça probablement le récit qu'on a là, qui était la nature du récit, je ne savais pas à ce moment-là. Moi, j'étais jeune ethnologue, je cherchais là, à ce moment-là, les conteurs les moins contaminés. Hein? Alors, ce monsieur-là comptait. À tous les soirs, j'allais dans sa tente avant le souper, nous soupions, et ensuite j'enregistrais. Puis ensuite, il m'envoyait reconduire par sa fille à ma tante qui était un peu plus loin, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est sa fille qui m'a reconduit. Mais un jour, ils m'ont dit, il y a une histoire qu'ils ne te racontent pas, et ils m'ont fait comprendre que c'était un peu le hit parade là-bas, à ce moment-là. Et demande-lui. Alors, j'en ai parlé à Alexis qui était là. Il dit, écoute, tu ne seras pas capable de le faire compter dans une tente. Il va y avoir trop de monde. Si tu veux, il y avait une petite chapelle à ce moment-là qui était là. Qui a toute une histoire d'ailleurs, mais ça sera trop long. Il dit, prends la chapelle. Alors, effectivement, le soir, où j'ai convaincu le monsieur de me raconter cette histoire, qui est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Kamikwa Kushit. Et c'était un récit qui d'abord, que je ne comprenais pas encore, mais que je soupçonnais. Je me disais, c'est vraiment, là, c'est la première fois que je demandais un récit en particulier. Et c'est parce que la demande était venue de la population. C'est un récit qui traite des rapports entre les Blancs
et les Indiens. Ça, ça devenait clair pour moi. Et lorsque je suis revenu, on avait Mathieu Rich, qui était le traducteur à Montréal, là, avec nous, et qui s'est mis là-dessus tout de suite. Et là, j'ai vu que c'était un récit qui me paraissait important, que j'en avais jamais vu d'autres comme ça. Presque tout le récit utilise des bribes de contes qu'on trouve dans la tradition européenne. Pas seulement française, mais dans la tradition européenne, et que les Basques étant des gens de tradition orale aussi, c'est pas étonnant qu'il y ait eu des... Alors, Tijan, toutes les histoires de Tijan sont là-dedans. Donc, dès qu'on a été en possession d'une bonne traduction, et que c'était un texte qui faisait beaucoup rire les gens, et qui traitait aussi, à l'aide de ces images européennes, de l'écart entre du conflit ethnique, c'est-à-dire les conflits sociaux, les petites gens et la royauté et les nobles, qu'on trouve souvent comme thème dans le récit européen. servaient à analyser les rapports entre les Indiens et les Blancs ici. Et surtout, la difficulté avec laquelle se trouvait, et c'est ça que j'ai essayé de développer dans mon livre, la communauté de Pacochipi, c'est-à-dire de Saint-Augustin, qui avait été tenté de déménager à la Romaine, qui était revenu là, à leur place. En passant, c'est pas innocent que c'est publié à l'Hexagone avec Gaston Miron. C'est ton entrée dans le monde de la... Je dois beaucoup à Gaston. Gaston n'avait pas d'affinité avec les Indiens. C'est ce qu'il croyait d'ailleurs, mais il s'est aperçu du contraire parce qu'il m'a dit on va le publier. Mais il dit c'est risqué parce que ça se vendra probablement pas beaucoup. Mais ça l'intéressait parce qu'il se rappelait qu'à Saint-Agricole, ses oncles allaient à la chasse avec des algonquins. Puis à la pêche. Puis il dit ça. Puis tu sais comment est-ce qu'il était Gaston. En tout cas, s'il n'y avait pas eu Gaston, ça ne se sera pas publié. Et c'était pour moi... D'abord, je ne connaissais pas Gaston. Je le connaissais de nom. Mais on a corrigé ça dans sa petite maison au parc, là, au Carré Saint-Louis, là, puis avec Gaston, comme premier lecteur, là, tu sais, puis qu'est-ce que tu veux dire, Rémi, puis qu'est-ce que tu veux dire, puis ici, puis c'est ça. Puis t'auras pas des photos, là, on les mettrait comme ça, puis comme ça, puis elle a choisi... Et puis, une fois que ça a été sur le marché, il m'a dit... Rémi, t'as pas d'autre chose, des conférences, quelque chose, là, des articles que tu auras publiés, on fera ça vite, effectivement. C'est le prochain Destin d'Amérique qui a pris 3 mois à se faire. C'est très rapide, 3 mois. Et qui c'est le plus vendu, Destin d'Amérique? Des contes indiens, des conférences que j'avais données. Et c'était un mélange de toutes sortes de choses. Déjà, j'avais déjà plusieurs articles sur les contes. J'avais des articles politiques. Et là, les deux encore, Destin d'Amérique, les Autochtones et nous, c'est toujours la même chose. Je commence à m'éveiller à quelque chose qui... D'abord, je suis en conversation permanente à l'époque avec mes meilleurs amis qui étaient tous très, 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 très nationalistes. Je considérais que je l'étais moi aussi, mais d'une autre façon. Et souvent, on me reprochait ma façon. Mais je commençais à sentir qu'on ne peut pas construire un pays sur des ruines de peuple comme ça, en faisant semblant qu'il n'y a personne d'autre et qu'on est les Autochtones. Donc, je travaillais là-dessus de plus en plus. Et je pensais, moi, que le meilleur... ma thèse, c'était que on devrait s'allier avec les Autochtones. Et sinon, on se tirait dans le pied. Pendant 2 siècles, on a traité ces nations-là comme des nations... même encore, les jugements de la Cour suprême reprennent ces choses-là comme des nations égales. Parce qu'on en avait besoin. Parce que il y avait une concurrence énorme entre les entreprises européennes
pour une seule richesse naturelle, c'était la fourrure, jusqu'en 1792-13 à peu près. Alors, il fallait peut-être des alliés indiens et des alliés politiques, et ils fournissaient en plus. Alors, il faut se rappeler que les Indiens ont vécu cette chose-là aussi et qu'ils ont des souvenirs de ça. Et ça a cassé tellement vite dans l'espace de 10 ans, lorsque, à cause du blocus de Napoléon, l'Angleterre ne pouvait pas trouver d'armes. Tu sais, quand tu vis dans une île, ça te prend des arbres. À cette époque-là, on pouvait des bateaux pour en sortir de temps en temps. Alors, il y a eu un mot d'ordre ici, vers 1792. La fourrure finie, le bois. Alors là, les Indiens deviennent non seulement inutiles, mais irrelevant, comme disent les Anglais. Ouais. On a besoin de leur forêt pour construire des bateaux en bois, les charger de bois, puis les envoyer en Angleterre, puis on ramenait en 1810, 1800, un peu avant ça, on ramenait des colons britanniques. Ouais. Ça leur prenait des terres. Tu vois, alors là, tout s'enchaîne à partir de 1825-50. Tout s'enchaîne. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les Indiens? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, on est pris avec les Patriotes, puis pendant 20-30 ans, là, 1840, on crée une commission d'enquête. Ça commence. Commission Bagot. Et c'est les réserves. C'est l'assimilation. C'est éventuellement les pensionnats. C'est tout ça. Alors, tu as eu une cassure. Mais il voulait régler le problème indien. Il voulait qu'avant la fin du siècle, il n'y ait plus de traces légales d'Indiens. C'est-à-dire que les réserves avaient été créées pour à peu près 20 ans. J'appelle ça, moi, c'était des camps de rééducation. Ouais. Et alors, il y a eu un débat d'ailleurs au début. Est-ce qu'on fait des réserves ou on les mélange avec les autres? Ah oui? Ouais. Et la thèse de la réserve a été gagnée à cause des spéculateurs, parce que les autres voulaient leur terre. Ah ouais. Alors on les met là, on les transforme en Indiens. En blanc. Et oui, puis c'était très clair, l'affaire. Tu avais un registre, et puis des réserves au prorata de la population, des bénéficiaires des réserves. Ah. Et alors, au fur et à mesure qu'il s'assimilera, puis probablement il sera content parce qu'il voudra devenir des sujets de Sa Majesté, on efface le nom. La bonne femme marie un Indien, un blanc, on efface les noms. Alors la réserve, la liste diminue. Et comme la réserve est attribuée au prorata de la population, en pourcentage, les réserves devaient disparaître et le registre devait se fondre avant la fin du 19e siècle. En 82. Ah là, c'est un gros morceau, là. Un gros morceau, là. Ouais. Canada, dernière épopée des Autochtones. Là, c'est un ouvrage un peu plus technique, c'est-à-dire qu'on a lu tous les rapports, toutes les commissions, tous les projets de loi, toutes les lois. Presque une étude de l'évolution de la législation à partir de bon, ça commence. Quand du régime français? Peut-être un peu, mais c'est surtout à partir du moment où on en parlait tantôt, où le financement qui permettait d'avoir des bonnes relations avec les Indiens du temps de la fourrure disparaît. Alors on dit qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est ça. La première grosse commission d'enquête qui était précédée par quelques petites, mais qui à ce moment-là, c'était entre la première partie du 19e siècle, il y avait il y a eu la question des patriotes, il y a eu la question de tout ça. Alors, il y avait un agenda politique, même si c'est pas très français, paraît-il, de dire ça. Tout le monde, ils sont en prison, sont en exil, ils sont réglés. Là, c'est l'union. Ouais. Et là, mais l'union, l'acte d'union, la Constitution, le texte constitutionnel, il ne parle pas du tout, même des francophones. Une seule langue, 0 sur les Indiens, alors que toute la proclamation royale, c'était presque les 2/3 traitaient des Indiens. Alors, évidemment, ils ont été obligés de changer. Ils ont créé une commission d'enquête en 1844, la commission Bagot, du nom du gouverneur général. Et là, c'était le début d'une série de commissions. Et puis là, de plus en plus précipitées. Et c'est là que sont devenues toutes les réserves, les mariages entre Blancs et Indiens, etc.,
le ministère des Affaires indiennes, les traités, tout ça, là, ça a déboulé. Là. Alors, c'était une analyse de tout ça. C'était une analyse de tout ça, oui. Du développement de l'État canadien. Parce que mes deux enseignements, moi, ça a toujours été soit l'imaginaire ou les rapports entre le développement de l'État canadien et les peuples autochtones. C'était les deux cours que je donnais. Et les deux séminaires que je donnais. Mais en 85, tu retournes à l'Hexagone avec la voix des autres. Ah oui, la voix des autres. Là, je prends un autre personnage que Carcajou. Ouais. Je vais revenir à Carcajou, j'y suis maintenant. Et c'est Tchakabèche. Tchakabèche, c'est pas un clown. C'est un personnage plutôt grave. Il y a un peu d'humour, mais c'est loin d'être de Carcajou. Là. C'est presque scatologique, Carcajou, à certains moments. Ah ouais. Et Tchakabèche, ça me tentait. Alors, j'ai décidé de faire un peu comme je fais pour Carcajou maintenant, l'inventaire de toutes les versions qu'on peut trouver dans la littérature de Tchakabèche. J'en ai 49. Et la version de base, c'est celle de François Bellefleur. Mmh. Et là, j'essaie de faire une analyse de tout ça. Mais je donne les 49 versions dans le texte. C'était un inventaire des versions de Tchakabèche et une analyse assez approfondie aussi. J'avais donné toute l'année mon cours, moi, sur la Fondation de Montréal. Ben là, c'était Swat, le grand personnage. Oui. Alors, j'ai découvert Tessouat à ce moment-là. Et là, c'est un peu... je considère que j'ai beaucoup aimé écrire ce livre-là. Ouais. Je pense que... Les gens m'ont dit qu'il est difficile à lire. Mais je pense qu'il vaut la peine d'être lu. Tu es encore à l'Hexagone, là? Je suis encore à l'Hexagone, toujours avec Gaston. Ouais. Ça, Tessouat, oui. J'entends encore Gaston au coin de la rue me crier « Tessouat! » Et... Parle-moi du personnage. C'est le personnage qui est important, là. Tessouat, c'était l'irréductible. C'était... il faisait les Jésuites le détestaient. Les relations des Jésuites en parlent comme de monstres. Ils l'appellent toujours le borgne de l'île. Mais c'est parce que j'ai voulu montrer là-dedans que Tessouat, c'est un titre, c'est pas un nom. Ah, OK. Tessouat, c'est un titre, et alors j'ai développé toute l'argumentation sur la diplomatie. Parce qu'en sous-titre, il y a la diplomatie. C'est ça, ouais. Le rituel des funérailles et le rituel diplomatique sont le même. Parce que quand un chef meurt, son titre, parce que c'est pas son nom, c'est son titre, se transmet. Un peu comme ici aussi. On dit le roi est mort, vive le roi. On réunit tous les diplomates alliés pour montrer qu'on se maintient encore. Et il y a ça aussi. Et c'est le rituel des condoléances qu'on appelle chez les Indiens. Et lorsque un chef indien meurt, on ressuscite le chef. Ah ouais. C'est la résurrection du chef. Et il réapparaît. Et c'est ça, Tessouat. Alors là, il y a eu 5 Tessouat. Il n'a pas pu avoir 5 borgnes. Ils n'ont pas crevé l'œil de nous. Mais les Jésuites en parlent comme étant le borgne de l'île continuellement. Et c'était quelqu'un qui s'opposait et qui, au moment... Et ça, c'est intéressant parce que ça m'a permis d'analyser toute la rivalité entre Montréal et Québec dès ce moment-là, qui correspondait à une fracture politique en France. Et je pense que c'est une clé importante qu'il faut voir. Et que la théorie du middleman que les historiens d'Amérique de type économique ont développé, la théorie du middleman, c'est le blanc qui veut toujours être le premier en avant pour... mais ça joue des deux côtés, ça. C'est ça, oui. Les Indiens aussi. Les Indiens voulaient faire ça aussi. Bien sûr, ils voulaient être les premiers à voir le show, puis ensuite... C'est pour ça qu'ils ne voulaient jamais... Allez pas, là. Allez pas plus loin. C'est ça. Tessouat avait dit à Champlain, allez pas chez
les Indiens qu'on a appelés les sorciers par la suite, là, qui sont un peu du côté des Hurons. Là, les Ojibwés? Non, pas les Ojibwés. Là, il y a un lac. Là, Élie. Hein? Les Éliés, les neutres. Non, c'est pas ça. Non. C'est un peu au nord des Hurons. Et puis, on les a appelés les sorciers. Et tu regarderas dans tes livres, je n'arrive pas à trouver le nom. Là. C'est la vieillesse d'un désastre, je ne trouve pas le nom. Mais on les a appelés les sorciers parce que Tessouat avait dit à Champlain, allez pas là, ça va de la sorcellerie, là, ça va être pour rester ici. Il voulait toujours être le premier en avant. C'est le schéma de quartier. Ouais. Et finalement, Tessouat, même à un moment donné, il avait arrêté les Hurons qui descendaient avec des jésuites. Il avait pris le jésuite, il l'avait attaché dans un arbre, puis là, il avait fait sa leçon. C'est pas vrai que vous allez tout mener ici. Et après ça, il l'avait détaché, puis va-t'en, ta gang. Alors, les gens, ils l'ont arrêté, ils l'ont mis sous arrêt quand il était allé à Montréal. Il était malade, je pense, et puis ensuite, il est enterré à Trois-Rivières. Donc, c'est toute cette relation politique et c'est toute la diplomatie dont on ne nous parle jamais. Et c'est l'histoire de la fondation de Montréal que j'avais eu le goût de raconter. OK. Là, on arrive au dernier livre, mais c'est un livre tout à fait insolite et imprévu. Absolument. C'est une rencontre avec des fantômes, c'est une rencontre avec... Absolument. Et là, j'ai commencé à apprendre des choses que j'ignorais complètement, qui étaient les plus proches de moi. Mais des choses à tout âge. Oui. Et souvent les plus proches, bien sûr. Oui. Les Algonquins de Trois-Rivières. Les Algonquins de Trois-Rivières. Avant de parler du livre. On est en train de célébrer à Montréal la Grande Paix. Ouais. On célèbre la Grande Paix avec des larmes aux yeux. C'est l'entente. Pour moi, on fait une grosse erreur parce que c'était le début de l'implantation des colons sur le territoire. Ouais. Avant ça, ils ne pouvaient pas bouger parce qu'il y avait toujours un Iroquois qui pouvait te frapper sur la tête. Alors là, ça a été l'ouverture du territoire. Et je vais aller faire un tour. Là, et il y avait William Mathieu Marc était là. Il vendait avec sa femme, puis tout ça. Puis il s'était tassé. Là, puis je suis allé les saluer un peu. Mais je ne vais pas les empêcher de vendre des bas de laine. Là, il ne va pas dormir tôt. J'ai réussi à sortir, mais c'était vraiment difficile. Puis en sortant, je me trouve devant un groupe de 4 personnes, les cheveux blonds, les yeux bleus. Qui me disent Monsieur, vous êtes un anthropologue, vous? Je dis oui. On reconnaît votre voix. On a vu ce que vous disiez de la Proclamation royale dans un film d'Arthur Lamotte. J'avais donné un cours sur la Proclamation royale. Oui. Nous, on est les Algonquins de Trois-Rivières. Là, j'ai eu un choc un peu. Puis on a échangé des numéros, puis j'ai dit pas de téléphone, peut-être qu'ils vont m'appeler, peut-être aussi ils ne m'appelleront pas. J'espère. Et puis là, je continue à m'en aller, puis je rencontre Denis Delage avec son élève français qui a écrit sur la Grande Paix. Il avait publié à Recherche amérindienne. Il a dit, les gars, là, je pense que c'est le temps de prendre ma retraite, je viens de rencontrer les Algonquins de Trois-Rivières. Ça va mal. Bon, et ils ont appelé. Et ça fait 10 ans que je travaille avec eux autres et ça va aboutir en cours éventuellement. En gros, c'est ça, c'est qu'on a voulu faire disparaître un groupe qui était... On était pressé de minimiser le nombre d'Indiens le plus vite possible parce qu'on voulait les faire disparaître. Ouais, donc, moins il y en a à disparaître, mieux c'est. Or, eux, ça laisse quand même des preuves, ces choses-là, dans les dossiers des affaires indiennes. Tu vois qu'on leur a offert des réserves. À un moment donné, on a voulu mettre les Atikamekw, les Algonquins de Trois-Rivières, puis dans une réserve, quelque part, qui est maintenant une réserve Atikamekw, tout l'ensemble. Je pense que c'est ça. Et donc, de fil en aiguille, ça ne s'est jamais fait, puis on les a oubliés. On les a oubliés, et ça... Alors, eux autres, ils se sont repliés. C'est des gens qui... Il y a beaucoup de descendants d'esclaves, parce que Trois-Rivières était un lieu d'esclaves important. Des jeunes esclaves qui arrivaient. Alors, ils se sont repliés un peu, puis ils ont été un peu traités comme de la merde par la population de Trois-Rivières. Les Magua. Les Magua. Et il y a eu
tellement de misère que, comme c'est souvent le cas, ça a été un peu le cas pour nous aussi, on a décidé de laisser tomber la langue à un moment donné. Il y a eu une tendance, ils vont avoir trop de misère les enfants avec ça. Moi, j'étais, au moment où on a publié dans la recherche amérindienne un livre, je pensais que la langue s'était conservée jusqu'en 1910. Et là, avec les dernières recherches qu'on voit, là, c'est venu beaucoup plus loin que ça. Et des gens, un professeur qui nous signe un affidavit disant, en 1953, j'avais 10 ans, ma grand-mère me gardait pendant le jour, alors j'arrivais là le matin, mais des fois, elle dormait dans son hamac, puis il dit, à un moment donné, elle se met à parler une langue que je ne comprenais pas. Puis il dit, elle se réveille, elle dit, grand-maman, chut. Une autre jeune femme, très universitaire, qui fait des travaux de recherche en écologie, mais qui reste dans la région, puis qui chasse un peu, invite un jour sa mère et sa vieille tante, alors, et qui dit en préparant, en cuisinant, « Ah, je dois avoir de la graine d'Indien, moi. » Alors, la vieille tante dit, « T'as jamais si bien parlé. » Alors, la mère se tourne vers sa sœur aînée, disant, « Maman nous avait dit de jamais en parler. » Alors, il y a donc des gens qui, à chaque génération, ont voulu éteindre la langue, puis d'autres qui l'ont, probablement des grandes gueules, l'ont gardée. Et elle subsiste encore. Et là, il y a une grosse brisure. Moi, je suis surpris. Je fais des choses que je ne pensais jamais faire à ma retraite et que je ne voulais surtout pas faire. On m'a dit, des Indiens me disent, écoute, on n'est pas capable de transmettre les choses aux jeunes. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est exactement. On sait que vous autres, vous le savez, parce qu'on se souvient qu'on a entendu ce que vous disaient nos grands-pères et nos parents. C'est la famille Saint-Onge. Et on est malheureux, on a 56 ans, 57 ans, 60 ans, on a des petits-enfants, puis il n'y a rien qui passe. On ne sait pas quoi faire avec ça. Puis on veut faire des choses. Donc, il y a une espèce de, faut dire, depuis, et ça date pas d'hier. Chez des jeunes adultes, dans les communautés indiennes que je connais, il y a un travail immense qui se fait. Mais le défi est tel que je leur souhaite le plus grand succès, mais il y a énormément d'ouvrages. Alors moi, on me demande maintenant de venir travailler avec eux autres sur ces questions-là. Et c'est ça que je m'en vais faire la semaine prochaine à Cheverville. Et c'est ça que j'ai fait l'automne dernier à Sept-Îles. On se réunit dans le bois quelque part. Et puis parle-nous de Tchakabèche, puis parle-nous d'un tel affaire. On fait venir des conteurs. C'est là que j'ai fait. On a rencontré le fils de François Bellefleur, mon raconteur, Zachary Bellefleur, qui compte merveilleusement bien, peut-être mieux, peut-être que son père, qui est moins gêné, et qui me dit aussi, mon père te dit certaines choses, mais en fait, c'est un peu de la censure. Il a oublié. C'était de la censure. Parce qu'on ne dit pas n'importe quoi à des Blancs. Parce que le gars, il était pas... Non, c'est pas vrai qu'il y avait plus qu'une femme. Ou tel personnage, c'était pas un homme, c'était une femme. Et ça, dans le récit en question, ça a beaucoup d'importance. Et donc, il essaie de... Je me souviens, dans le premier livre que j'ai écrit sur les Indiens, Carcajou et l'essence du monde, j'avais une phrase au début qui disait à peu près ceci: le défi est immense, c'est certainement pas des Blancs qui vont aller commencer à faire tourner la roue, parce que ça va tourner croche, puis ça va avoir des airs de muséographie, puis ça va avoir des airs de... Là, je suis un peu pris dans cet endroit. Je me défends, mais j'y vais quand même. Si on conclut la liste de tes publications, pas tes publications, des livres que tu as publiés, les grandes tendances sont assez claires. L'histoire ou la compréhension de l'histoire des peuples autochtones, des Inuits, des Algonquins, par les récits. Et en face, l'évolution ou le piétinement du peuple québécois dans sa politique. C'est les deux axes que tu as toujours explorés, que tu as toujours confrontés, puis tu as essayé de trouver des réponses. J'ai l'impression que c'est le même dossier. C'est le même dossier. Le même dossier.
Tu sais, moi, j'ai eu dans ma famille très proche des gens qui étaient indiens et dont je savais qu'ils étaient indiens, mais on ne le savait pas. Ouais. J'ai dit à mon frère récemment, qui est plus vieux que moi, tu savais-tu que ton parrain était un métis Wendake? On le savait, mais c'est comme si on ne le savait pas. Ça n'avait aucun écho, aucune portée, rien. Il était très proche. Mon père allait chez les Indiens. On le savait. C'est ce qui m'a permis de faire une rentrée là-dedans. Et c'est ce qui m'a permis, au fur et à mesure que ça progressait, de me rendre compte que mon histoire était liée à la leur et et c'était important de le savoir. Mon père ne le savait pas. Je pense qu'il ne le savait pas. En mesurant le territoire, il ne savait pas. Il ne savait pas en mesurant le territoire, mais puis il le faisait avec des Indiens. Les Indiens mesuraient leur territoire pour l'envahisseur. Ça, c'est toute l'histoire du Québec. C'est toute l'histoire du Québec. Puis j'ai toujours eu par ailleurs le sentiment d'être extrêmement privilégié, d'avoir un contact aussi étroit avec les gens des Premières Nations. Ici. Et je finis mon livre, je pense, La forêt vive, par une phrase qui est assez significative. Il me semble que si on ne corrige pas la situation, on va devenir les orphelins des Amériques. C'est vrai. Quand il n'y en aura plus, il y aura quelque chose qui manquera. Ma résolution de 2000, pour l'année qui commence aujourd'hui, on est au début de l'année 2011, c'est d'avoir un manuscrit prêt pour la fin de l'année sur le même thème, sur le même personnage avec lequel j'ai commencé, c'est-à-dire Carcajou. Mais je me suis aperçu que Carcajou avait un cousinage considérable et que le rôle du trickster a été confié à Carcajou chez les gens du nord du Québec, mais qu'ailleurs, on a confié le rôle à l'araignée, au coyote, au corbeau, il y en a une infinité, mais que les épisodes, souvent, sont les mêmes. Donc, il y a une espèce d'universalité. Et probablement que si on descendait aux Amériques aussi, en Amérique du Sud aussi, on aurait des choses. Au Mexique, il y a des liens importants. Et donc, l'Amérique du Nord. Et ça me paraît important que les jeunes populations Innu sachent que leur folklore, c'est pas un petit folklore local. Que ça fait partie de la littérature universelle. Et ça c'est... Des grands récits, c'est des grandes jeunesses. C'est des grandes jeunesses d'origine du monde, etc. Et qui sont des réflexions sur l'avenir de ces peuples-là. C'est pas des souvenirs de l'ancien temps, c'était pour les Indiens l'équivalent de projets de société, ces récits, qui n'arrivaient jamais à réaliser parfaitement, mais assez pour survivre et assez pour être là quand on est arrivé encore. Alors, c'est un peu le même objectif que j'ai, puis j'ai surtout un grand plaisir à faire ça. Si jamais j'arrive pas à sortir un livre là-dessus, ben, je me serais bien amusé à la fin de ma vie, mais j'espère que ça va sortir. On te le souhaite. Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais citer un extrait d'un article que Ghislain Picard, le chef de l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, a écrit à propos de Rémi. Il nous parle de son attitude lorsqu'il l'a rencontré adolescent sur la réserve de Pessamit. Il a écrit « Le travail de Rémi, mais davantage son approche, a contribué à influencer d'autres personnes du monde des sciences vers une démarche plus respectueuse de la réalité que nous représentons aujourd'hui. » Merci Rémi. Et j'espère que tous, ça vous donne envie de revisiter les livres de Rémi.